Claude List, comment vous voyez la teneur de nos échanges? Est-ce que vous en retirez sur ce que peuvent faire les élus de l'eau en lien avec l'ensemble des acteurs? On a parlé d'agriculture, on a parlé de tourisme, on a parlé d'industrie, pour aider ces territoires à se projeter collectivement dans l'avenir autour de l'eau. Les deux thèmes qui ont été abordés successivement montrent bien que la prospective est déjà à l'œuvre. On l'a vu à travers les exemples. Elle est déjà à l'œuvre, mais il faut la généraliser et surtout il faut la partager, parce que tous les acteurs ne l'ont pas. Et vraiment, au cœur de cette logique-là, quand on a les observatoires, souvent, comme on le disait, entre gens qui sont convaincus, on oublie les autres acteurs qui sont un peu plus, peut-être pas autant convaincus ou convaincus par d'autres approches. Et je crois que ça a été dit énormément, il y a une dimension socio-économique dans toutes ces approches, dans tous ces observatoires, qui est centrale. Il y a la dimension culturelle qui est très importante, et j'ai bien aimé que le mot soit prononcé, et même on ait insisté là-dessus. Et finalement, il y a cette dimension géographique, humaine au sens large, hein, la dimension territoriale et la direction humaine. D'ailleurs, à propos, quand on parle d'économie, on parle d'emploi. Moi, j'aimerais qu'on parle d'habitat. On pourrait parler comme les électeurs de 2050, on s'en moque un peu quand même. Hein. Par contre, les habitants, ça sera peut-être encore certains de nous, puis ça sera surtout les enfants. Je crois qu'il faut quand même avoir cette conscience et conscience de cette responsabilité. Et qui dit dimension territoriale, dit dimension transversale. Et c'est là, je crois, qu'on a le plus de difficultés, puisqu'encore une fois, entre nous ici, entre gestionnaires de bassins versants, de milieux aquatiques, de responsables professionnels, on a certaines convictions, mais vraiment, il faut travailler avec l'ensemble des acteurs sur un territoire. Mais alors, qui peut le faire? Parce que finalement, c'est la question, qui peut le faire? Alors, chez nous, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région a demandé, a eu la compétence d'animation et de gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Et pour ce faire, elle a mis en place, depuis quelques années déjà, un modèle opératoire assez original qu'on appelle l'Agora. Donc, je ferai grâce de l'acronyme, je ne me souviens pas bien, mais l'Agora, le seul mot, c'est bien l'Assemblée. Donc l'idée, c'est une assemblée partagée, partenariale, une gouvernance en concertation. Cette Agora, d'ailleurs, qui est présidée par Philippe Vittel, qui aurait bien aimé être là aussi, mais qui est conseiller régional et qui, pour les mêmes raisons, est retenu à l'hôtel de région à Marseille avec Mireille Benedetti. Cette Agora se base et travaille à partir d'un schéma qu'on appelle le source, schéma d'optimisation et d'utilisation de la ressource en eau. J'ai peut-être oublié un truc stratégique à l'intérieur, mais donc sur la région, on a la compétence, on a l'assemblée qui va bien, dans la gouvernance qui va bien, on a le schéma. Mais ça ne peut pas suffire. C'est-à-dire que seule la région ne peut pas suffire à ça. Au niveau de l'ARP ARB maintenant, on a l'Observatoire régional de l'eau et milieu aquatique. Et on a un réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques qui permet de rencontrer tous les gestionnaires EPTB et PAGE du territoire pour échanger nos savoirs, partager nos problématiques ensemble. Mais ça ne suffit pas encore. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ensuite que sur le terrain, on ait des relais territoriaux. Et les relais territoriaux, ce sont les EPAGE et les EPTB qui doivent porter ça. Sauf que c'est vrai, on l'a dit déjà, je l'ai dit moi-même en introduction, on est un peu malmené avec la loi NOTRe. Après, sur la deuxième partie, je crois que Laurent Roy a fait la bonne transition en posant la question de la prise en compte des données économiques. En fait, on ne sait pas vraiment prendre en compte les modèles économiques. On va partir sur des logiques d'emploi, de croissance, mais là, on parlait de l'agriculture, que ce soit en Corse ou ailleurs en France. L'agriculture, il y a 25 ans dans la région, ce n'était pas l'agriculture d'aujourd'hui. En 2050, sur les côtes de Provence, toutes choses égales par ailleurs, on aura des vins qui feront de 16 à 18 degrés. Les Côtes de Provence prennent 1 degré tous les 10 ans. Donc ça veut dire qu'on va devoir changer de système. On change de cépage, on change de mode de production. C'est ce genre de choses-là qu'il faut intégrer, qui n'est pas vraiment facile à intégrer. Donc il y a un vrai souci quand même sur la prise en compte de ces données économiques. Et après, sur l'aspect mieux prévoir, mieux agir, forcément, et là on a des scientifiques, on a la communauté scientifique française, là juste derrière moi, je ne sais pas me retourner. Mais la communauté scientifique française, elle va travailler de façon quand même, somme toute assez classique, même si on nous dit qu'il faut changer, sur une logique de risque. Donc l'aléa, on ne peut rien faire sur le changement climatique, on va se prendre plus de degrés. Donc on va travailler sur la vulnérabilité, mais avec des hypothèses qu'on ne maîtrise pas vraiment, et surtout sur lesquelles on a du mal à appuyer. Donc les calculs seront justes, mais les hypothèses étant aléatoires, le résultat risque d'être un petit peu faux à l'arrivée. Et qui dit logique de risque dit qu'on va, ça a été dit par l'agence de l'eau, on va essayer de trouver le niveau de l'urgence qu'il ne faudrait pas dépasser. Sauf qu'avec cette logique-là, on est toujours sur le seuil d'urgence et donc la catastrophe est toujours prête à arriver.
Et on l'a vu dans la région, une année sur 4, on aura des problèmes d'alimentation et d'insuffisance en alimentation. Donc que faire par rapport à ça? Alors on a la réponse des assurances qui disent, mais attendez, on multiplie par 4 les coûts, donc il va falloir qu'on réfléchisse à nos modalités. Par contre, ce qui est intéressant, toujours au niveau des assurances, c'est que ça fait longtemps que sur l'aspect culturel, ils ont justement bien pris en compte cette idée de dire il faut que les gens soient sensibilisés. Et en fait, tout ce qui a été dit, alors notamment par notre fameuse communauté scientifique, c'est que, et puis d'autres ex-ministres l'ont dit, il faut changer de paradigme. Donc là, l'enjeu est là, c'est qu'on a vraiment un changement de paradigme à faire, mais ceci dit, on connaît les principes. Hein. Donc là, sans faire trop de publicité, pas plus tard qu'hier, il y avait un article dans la Marseillaise, un journal régional méritoire, qui donnait des solutions. Mais en tout cas, des éléments de réponse, sinon des solutions, parce que les solutions, elles sont connues finalement. C'était Benoît Atman, un géographe, j'aime beaucoup les géographes. Il y a 4 leviers principaux. C'est la culture du risque. En 1992, si ma mémoire est bonne, dans les campings, les victimes étaient quasiment tous des Français et des Italiens. Tous les Hollandais, Belges, sont partis. Parce que culturellement, leur plus jeune âge, ils ont des légendes, des digues qui cassent, il y a énormément de contes là-dessus, et ils ont intégré ça. Ils ont juste pris leur papier d'identité et sont partis. Les Italiens et les Français ont essayé de sauver les voitures, les caravanes, et c'est eux qui sont morts noyés. Donc c'est un peu caricatural, mais il y a un vrai travail culturel, d'éducation à faire. Deuxième chose, respecter les zones inondables. Alors les zones inondables, on dit ouais, l'État nous impose, ils n'ont rien compris, qu'on ne laisse pas le territoire. Moi, par expérience, j'ai quand même vu des situations où on savait très bien, localement, que les zones avaient été inondables et déclaré en séance publique que ça n'avait jamais été inondé. Et on sort des cartographies de géomorphologie, d'inondation. On dit, ah non, c'est pas possible. Et donc, on va essayer de réfléchir. Quelle est la vitesse, quelle est la hauteur, quelle est au centimètre près, la zone qui est rouge, la zone qui est pas rouge. Mais ça, je veux dire, c'est se cacher, c'est se mettre un voile sur les yeux. Parce que de toute façon, une fois qu'on aura défini une zone inondable avec quelques critères, de 1 mètre seconde, de 1 mètre de hauteur, on va construire, on va bâtir, les gens vont faire des clôtures, on ne maîtrise rien. Donc à un moment, respecter véritablement la zone à risque inondable, c'est déjà se soustraire au risque inondable. Ensuite, désimperméabiliser. Désimperméabiliser, c'est un vrai enjeu aussi chez nous. C'est la troisième cause sur laquelle on peut agir, pas facilement, mais désimperméabiliser ou ne pas imperméabiliser, ça profite à l'agriculture, ça profite à la biodiversité, ça profite y compris à la qualité de vie en ville, et ça permet de lutter contre le réchauffement climatique. Et la 4e étape, ça a été dit et redit, mais c'est ça, il faut s'attaquer aux causes du changement climatique, et il faut travailler là-dessus. Et donc là-dessus, il y aura des mesures à prendre qui seront, et on reboucle avec l'eau ces politiques, qui seront forcément des mesures de politique publique à mettre en œuvre. Et donc là, devant nous, et c'est bien que l'Association nationale des élus de bassin versant se soit constituée, devant nous, je pense qu'on a une vraie responsabilité, mais surtout un vrai chantier, si on veut arriver à faire participer et surtout adopter au niveau national des mesures qui permettront de travailler. Mais attention, il n'y a pas que le niveau national ou international, hein, il ne faut pas se dédouaner là-dessus, c'est que il y a l'international, le national, il y a le régional et il y a aussi le local que nous représentons pour la plupart. Et j'aurais tendance à dire que c'est même plutôt le local, le régional, le national et l'international parce que notre responsabilité opérationnelle, elle est au niveau et au plus près des territoires. Voilà, ce n'est pas une conclusion, mais en tout cas, c'est quelques éléments que j'ai retenus de cet après-midi de discussion. Merci beaucoup.